L'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome prostatique se développe chez l'homme, en général vers l'âge de 60 ans, d'aucuns pensent même plus récent. Alors, c'est une affection très banale. On estime que près de 60 à 80% des hommes de race surtout blanche en sont atteints déjà à partir de 60 ans. Mais la survenue d'un adénome de la prostate est moins fréquente chez les hommes d'origine africaine ou asiatique. Des médicaments synthétiques et de la phytothérapie sont parfois préconisés pour retarder le développement de l'adénome prostatique ou diminuer toutefois les conséquences urinaires qui lui sont liées. Alors l'expérience de nombreuses années de traitement de l'hypertrophie bénigne prostatique dans de nombreux pays a montré qu'il est vital de mieux associer plusieurs plantes ou extraits de plantes. Mais dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest, un chercheur en phytothérapie dit avoir la solution. La maladie de la prostate, peut-on vraiment en guérir? C'est une interrogation à laquelle vous réfléchissez. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur SICAI, c'est bien sûr l'émission Angle de vue. Qu'est-ce que la prostate? Qu'est-ce que l'adénome prostatique? Quels sont les signes de l'augmentation du volume de la prostate? Quelles sont les complications liées à l'adénome prostatique? Les réponses à toutes ces interrogations et bien d'autres encore sont pour tout de suite. Mais avant de donner la parole donc à nos invités qui sont déjà sur ce plateau, voici d'abord ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent. C'est le flash de l'information. Le Parlement burundais a massivement approuvé mercredi un projet de loi prévoyant que le pays se retire de la Cour pénale internationale, marquant une nouvelle étape dans son isolement croissant vis-à-vis de la communauté internationale. Le texte a ensuite été présenté au Sénat et adopté à l'unanimité, 39 voix sur 39 votants. Un retrait du Burundi de la CPI serait une première dans l'histoire de la Cour. Le gouvernement sud-soudanais a qualifié de pur mensonge des rumeurs se propageant sur la mort du président Salva Kiir. Des on-dit qui suscitent une vive inquiétude dans le rang de la population sud-soudanaise. Il a fallu un démenti du ministre de la Communication, puis une apparition du président paradant à bord d'un 4x4 dans les rues de Djouba pour soulager la tension. Au moins 10 personnes ont été tuées en début de semaine et plus de 50 blessés dans des affrontements entre le mouvement islamique du Nigeria, groupe chiite, et les forces de sécurité dans l'est de Katsina, au nord, a déclaré un porte-parole du mouvement. La vague de violence s'est propagée dans plusieurs États du nord du Nigeria en ce jour de l'Akura, fête religieuse particulièrement suivie dans la mouvance islamique chiite. Sur ce plateau, pour discuter de la prostate, deux invités. Antoine Simon Nganon, vous êtes spécialiste en foresterie, président directeur général de l'établissement mondial Saint-Antoine de Padoue, plus jamais la maladie de la prostate au Bénin. Vous êtes aussi phytothérapeute. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, j'ai également avec moi Pierre Alcantara Zokli, professeur de gestion, fondateur de l'école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza. Vous êtes un entrepreneur social préoccupé par les questions de santé publique. Monsieur Zokli, soyez les bienvenus également dans le studio de SICA. Bonjour, cher ami Kodjovi. Voilà, mesdames, messieurs, je vous propose donc de retrouver nos invités juste après cette transition. Un Béninois a trouvé le remède contre le cancer de la prostate. Il a fait ses preuves et continue de sauver des vies humaines. Ce spécialiste en foresterie que nous avons donc à nos côtés ce matin s'est d'abord intéressé donc aux vertus des plantes et est passé donc de la foresterie désormais à la phytothérapie. Et c'est là qu'il découvre les vertus que cachent les feuilles associées pour constituer des mixtures qui contribuent à favoriser la régression de certaines maladies dites incurables ou inguérissables si vous le voulez. Monsieur Roudaillon, d'où est partie alors l'idée de s'intéresser à la vertu des plantes, après bien sûr avoir servi au niveau des autres? Oui, merci monsieur le journaliste. Avant tout, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je remercie Dieu Tout-Puissant, Allah, pour m'avoir envoyé sur cette terre et en mission pour traiter cette maladie cruelle et mortelle
est appelée la maladie de la prostate. Et moi, je traite, mais c'est lui qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit. Voilà. Alors, d'où est-ce que l'idée d'aller chercher la vertu des plantes pour pouvoir traiter des maladies est partie? Voilà, je vais aller encore un peu derrière pour vous dire que avant, les feuilles parlaient, les animaux parlent, les poissons. Moi, mon grand-papa... N'est-ce pas des légendes? Non. Mon grand-papa fut un grand chasseur. C'est là où venu, et c'est lui qui traitait la maladie qu'on appelle la maladie Adoma-Roussian, c'est-à-dire la rétention urinaire, la maladie de la prostate. Alors, et il m'a légué une partie, et qu'on dit souvent que c'est l'ancienne corde Contis la nouvelle. J'ai mené des recherches pendant 35 ans et je suis devenu incontournable. Et aujourd'hui, c'est une chose réelle. La maladie de la prostate se traite au Bénin et on la guérit. Avant d'en arriver à la prostate qui fera donc le clou de cette émission, quelles sont les autres maladies auxquelles vous avez appliqué vos recherches et qui ont marché? Non, je ne traite pas plusieurs maladies, je ne traite pas 2 maladies. Vous êtes seulement spécialisé dans le traitement de la prostate? De la prostate, quelles que soient ses complications. Voilà. Alors, M. Zokli, quel regard portez-vous sur cette science traditionnelle africaine qui prétend traiter quand même des maladies qui échappent parfois à la limite à la médecine moderne? Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous dire que j'apprécie beaucoup l'humilité et la prudence de M. Dayan, qui dit que lui, il traite la maladie, mais que c'est Dieu qui guérit. Ce qui va un peu à l'encontre de votre introduction de tout à l'heure. Vous avez dit qu'un Béninois a trouvé les remèdes, n'est-ce pas, au cancer de la prostate. Ce que je trouve que c'est déjà un peu d'audace. Nous devons rester prudents parce que lui-même, il est prudent. De deux, il faut savoir que pour prétendre guérir une affection aussi importante, aussi dangereuse, il faut pouvoir passer dans beaucoup de laboratoires, faire tous les tests et faire des enquêtes, avoir une historique, n'est-ce pas, de l'ensemble des malades traités et voir leur évolution dans le temps pour pouvoir affirmer que effectivement on guérit. Si vous avez les dernières recherches, par exemple, de l'hôpital européen de référence qui est l'hôpital de Villejuif dans la région parisienne, où on dit que, n'est-ce pas, les malades atteints, du moins les hommes atteints de cette maladie, dès le diagnostic, n'est-ce pas, après même les traitements, ont une survie environ, ils sont 99% continuent de survivre 10 ans après. Et moi, je connais, n'est-ce pas, quelqu'un qui a aujourd'hui 89 ans et qui a connu une ablation de la prostate depuis 1990 et qui est très en forme aujourd'hui. Donc, je pense que il y a un regard plutôt prudent qu'il faut jeter sur les travaux, des recherches et je dirais les résultats préconisés par certains phytothérapeutes, je dirais, béninois et africains. Donc vous n'accordez pas autant de crédit au fruit de leurs recherches? Je n'ai pas la prétention de le dire, mais je souhaite qu'ils aillent plus loin dans leurs recherches et qu'ils soient passionnés et qu'ils soient prudents, parce qu'aujourd'hui, face à la démission, je dirais au mutisme des autorités sanitaires de nos pays par rapport à certaines pandémies, certaines maladies de cette importance, il y a une incursion sur le marché de formation sanitaire de beaucoup
de personnes qui, ma foi, prétendent inventer tel pour guérir tel, et ainsi de suite. Alors, je crois que c'est vrai que l'absence de plateaux techniques appropriés pour accompagner, n'est-ce pas, certaines affections, certains médecins, ouvre la voie à, je ne dirais pas un désordre, au fait que beaucoup de personnes parfois s'improvisent, n'est-ce pas, guérisseurs de telle ou telle affection. Et je pense que c'est important de faire beaucoup attention pour la sécurité de nos populations. Monsieur Ngayon, Monsieur Zokli a salué votre humilité, mais note toutefois qu'il faut aller avec prudence. 35 années de recherche, est-ce que vous avez parcouru des laboratoires pour certifier votre produit et garantir effectivement son efficacité? Merci, journaliste. C'est moi qu'on appelle Ndayon Simon Antoine. Moi, je ne suis jamais pressé. J'ai mené des recherches pendant 35 ans, que je viens de le dire tantôt. J'ai parcouru plusieurs laboratoires. J'ai eu d'abord, je ne suis pas venu, entre parenthèses, je ne suis pas venu pour la théorie et moins pour la littérature. Je suis venu en tant qu'un pratiquant. Hein? Alors, j'ai parcouru plusieurs laboratoires. Vous pouvez toucher ça la voix. Ça, c'est délivré par l'Université du Bénin. L'examen de toxicité sur les produits de la prostate, c'est moi, c'est ça. C'est signé d'un éminent professeur qui a fait ses chers. Il a amené ses amis de partout, Lomé, partout, pour essayer. Et ce produit est bon. Et ça se traite efficacement. Et guérit. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que devant moi-même, moi je suis là en personne, hein, et tous ceux-là qui ont leur vision sur moi aujourd'hui sauront que bon, c'est quelqu'un qui n'a souvent pas le temps, ben, qui a accepté de partager, parce que je suis venu aider le monde entier à travers de cette émission. Alors, voilà, M. Zokli, la réaction de M. Ngayon qui estime, avec preuve à l'appui, qu'il a fait un test au niveau des laboratoires de l'université la plus grande dont dispose son pays aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un peu rassuré par rapport à l'aspect technique de la question? Je suis désolé, je ne suis pas rassuré, et malgré mon amitié et je dirais mon respect pour M. Ndayon, je ne suis pas influencé du tout par cela, parce que au Bénin, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 an, le ministre de la Santé sur Secret de Prospérité. Et nous avons évoqué ce problème, n'est-ce pas, du traitement du cancer de la prostate. C'est maintenant que le Bénin a décidé, le gouvernement actuel, dans la continuité du gouvernement précédent, vient de décider d'installer au Bénin, je pense, 3 centres de radiothérapie. 3 centres de traitement des différents cancers au Bénin, dont un à Cotonou. Dont un à Cotonou. La radiothérapie, c'est entre autres méthodes de traitement. Tout à fait. Donc, alors, si, comment dirais-je, ce professeur de l'université du Bénin a certifié quelque chose, mais sur quelle base? Est-ce que c'est un cancérologue, un oncologue, un urologue? Qu'est-ce qu'il est? Ou du moins, il dirige quel laboratoire? Quel est le travail de ce laboratoire? Je n'en sais rien. Mais ça ne suffit pas à, ma foi, accréditer la thèse selon laquelle les recherches de notre frère M. Ndayon conduisent au traitement efficace et permettant la guérison totale du cancer de la prostate. Non, c'est juste une analyse certainement de la toxicité, n'est-ce pas? Toxicité donc de son produit, mais ça ne dit pas que
eh bien, ça va déboucher sur, n'est-ce pas, la guérison des différents patients traités. Puisqu'il ne s'agit pas encore d'un laboratoire. Je crois qu'on va revenir donc au cours de cette émission sur les limites de ces sciences phytothérapeutiques. Alors, M. Ngoudayong, est-ce que vous avez l'impression que c'est de l'anathème jeté sur vos années de recherche, et comme ça se passe un peu partout sur le continent africain? Nous avons appris que Ghanéen, tout comme Camerounais, avait inventé le vaccin contre le sida, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose que vous vivez? Moi, je suis quelqu'un, je vais lentement et sûrement. Vous savez, si je suis ici aujourd'hui au Bénin, c'est parce que j'ai voulu. Les Américains, après le traitement, et ils ont trouvé la guérison, m'ont proposé d'aller servir chez eux. Moi, j'ai refusé. Pourquoi vous avez refusé? J'ai refusé parce que personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Est-ce que vous voyez? Personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Et la médecine moderne, Dieu a caché cette maladie à la médecine moderne. Et il menait des recherches depuis des siècles. Mais pourquoi aujourd'hui c'est chez Ngoudayong que cela se traite, et puis les éminents cadres, les ministres, les chefs d'État viennent pour faire leur traitement? Je dis, nous allons donner les symptômes tout à l'heure, c'est-à-dire on ira jusqu'au bout de notre émission. Moi, je ne suis pas venu pour la littérature. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Ça, c'est-à-dire, je sais ce que je fais. Je défie quiconque qui dira à la médecine moderne pourquoi je traite les andrologues, je traite les professeurs agrégés en neurologie. Mais tout homme est porteur potentiel d'ailleurs. J'ai été certifié par l'OAPI. Voilà. Alors, M. Sokli, oui, à l'image du VK500 du Dr Menega Faga qui a souffert pendant longtemps dans ce pays, est-ce que nous avons parfois en face des cadres complexés qui refusent de reconnaître les mérites de leurs frères qui sont restés au pays? Ah non, 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 je vous ai dit tantôt que je salue la prudence et l'humilité de M. Ngoudayong, qui dit qu'il traite, mais que c'est le Seigneur qui guérit. C'est un postulat, c'est important ça. Maintenant, affirmer d'emblée qu'il traite, n'est-ce pas, des gens et que, bon, des chefs d'État, des ministres et autres, là nous sommes dans la politique. Maintenant, lorsqu'il parle de l'OAPI, l'OAPI c'est quoi? C'est l'Organisation de la protection intellectuelle. Le siège est à Yaoundé au Cameroun et qui fait partie, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale. Si vous, cher ami Kodjovi Ametonou, vous inventez quelque chose que vous voulez protéger, vous écrivez à l'OAPI avec les documents, on vous protège. Mais l'OAPI ne certifie pas, là, comment dirais-je, ne dit pas que ce que vous faites, eh bien, la guérison ou les résultats, non, ne concerne pas l'OAPI. L'OAPI vous protège contre d'autres usurpateurs qui viendront voler votre idée, qui viendront voler votre projet. C'est tout, c'est ce que fait l'OAPI. Moi, j'ai inscrit Jeune Entreprise d'Union Afrique francophone à l'OAPI, Cameroun. Il y a de cela, je dirais, dans les années 1995. Ça fait combien de temps? C'est à peine 21 ans. Mais au niveau d'Espérance à l'université, j'ai fait protéger ça par l'OAPI. Mais le fait que j'ai fait protéger, n'est-ce pas, Espérance à l'université par l'OAPI, ne me permet pas de délivrer les diplômes de licence et de master qui, eux, doivent être, je dirais, accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à partir des offres de formation. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, donc, vous attaquez beaucoup plus pas la forme, mais plutôt le fond, de la question. Donc, et savoir donc si véritablement les recherches auxquelles nos phytothérapeutes parviennent sont vraiment efficaces à 100%. Alors, à partir de cet instant, M. Ngoudayong, quelles sont les preuves dont vous disposez aujourd'hui? Parce que vous avez évoqué des personnalités politiques sans pouvoir les nommer, que vous avez guéri et même d'autres patients venus de l'étranger. Quelle est alors la preuve d'efficacité dont disposez-vous aujourd'hui pour, en tout cas, apporter un peu de réponse? C'est que mon frère, je ne sais pas si il est mon grand frère, sinon moi je suis de 1939. Vous voyez, je dois avoir 77 ans, hein, en plus de quelque chose. Vous voyez,
encourager ce qui est encourageable. Quand on parle de tout ça là, les professeurs, les chercheurs, le groupement, hein, le regroupement des chercheurs, ont mis à ma disposition, après avoir les traités. Est-ce que vous voyez, d'autres ont été jusqu'à la pipertomie. Les 2 testicules ont été amputés. Et ils viennent, ils se retrouvent, ils n'auront plus ils auront l'érection, mais ils n'auront plus de sperme. Ceux-là ont traité. Voilà. Voilà, les preuves. C'est-à-dire, nous allons, en évoluant, je serai en train de vous dire ce qui intéresse le plus. Hein, ce n'est pas celui qui a son agrégation qui fait chose, c'est Dieu qui fait chef. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous avez aujourd'hui une statistique par rapport aux populations que vous avez traitées? Et est-ce qu'on peut disposer d'une cohorte et savoir, bon, en tout cas, à partir de quelle année vous avez véritablement commencé à faire le traitement et aujourd'hui, quel nombre à peu près vous avez déjà traité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et j'ai d'abord, il y a des registres. Vous voyez, il y a des registres. Et quand les patients viennent, ils sont enregistrés. Ils sont enregistrés. Il y a nom et prénom, pays d'origine, commune, village ou ville, quartier, maison, nombre d'années dans la maladie, étape du traitement, hein, âge, hein, date d'arrivée et contact en plus observation. J'ai commencé le traitement il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, mais j'ai traité plus de 25 000 patients à travers le monde. À travers le monde. Alors, il y a eu plus de 12 000 guéris définitivement. Après la guérison, on les envoie au contrôle dans les laboratoires pour contrôler le volume de leur prostate, tout ça là. Hein? Et ils reviennent maintenant avec les résultats des analyses. Et tout est là-bas, et c'est dans l'ordinateur, et il y a une grande chemise pour ça là. C'est des trucs. Nous, on ne fait pas de n'importe quoi. Alors, M. Sokli? Bon, écoutez, je pense qu'il faut restituer le débat. Oui. Ah. Moi, je dis ceci. On est toujours dans le débat. Moi, je dis ceci. Les travaux de M. Houndayan, je les respecte. Ça, c'est incontestable. Mais nous sommes dans une démarche scientifique. Nous savons au niveau international, tout au moins au niveau occidental, qu'un homme sur 7 passe le diagnostic au niveau du cancer de la prostate. Un homme sur 7. Tout au moins. Ok, ça on le sait. On sait que lors du diagnostic, pendant les 5 premières années, 95% de ceux qui ont été diagnostiqués continuent de vivre. Et ça, c'est d'après la médecine moderne. Ça, on le sait également. Vous pouvez la voir partout. Et tout récemment, j'ai rencontré dans un hôpital européen un jeune Béninois, un cancérologue, qui me dit, monsieur, des malades que nous avons traités, il vient de Lyon. Un jeune cancérologue béninois, né à Paris, des parents béninois vivant à Paris, me dit, plus de 20 ans après le traitement, après, n'est-ce pas, je dirais, la radiothérapie, nous rencontrons encore beaucoup de nos malades qui sont survivants. Donc, il y a eu des tests, il y a eu des statistiques, et il y a parfois des témoignages. Donc, moi, ce que je dis... Donc, vous ne voyez pas en phytothérapie, avec ce que M. Houndayan évoque, le dit comme une nouveauté? Non, pas du tout. Je veux tout simplement dire que il y a des démarches. Il y a d'abord un dépistage, quand on est atteint de cette maladie. Et le dépistage commence par quoi? Un toucher rectal, ma foi, ganté, n'est-ce pas, qu'un médecin, généralement un urologue, réalise avec son, n'est-ce pas, son patient, pour pouvoir palper la prostate et évaluer les irrégularités éventuelles.
Après, n'est-ce pas, ce premier examen, il passe à un deuxième niveau qui est la prise de sang. Pour déterminer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle généralement l'antigène prostatique, comment dirais-je? PSA. Le PSA, l'antigène prostatique, qui est le PSA, et le PSA qui permet, donc, la substance peut, n'est-ce pas, engendre, dont le taux, n'est-ce pas, peut permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Mais après, n'est-ce pas, ce PSA, on va encore à un autre examen qui est, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent généralement l'échographie transrectale, pour pouvoir encore voir le volume. Et à partir de là, on arrête le dépistage. Et beaucoup de gens font ça, en général, à partir de 35-40 ans, pour éviter. Mais le diagnostic commence réellement par la biopsie. Et la biopsie, là, nous sommes déjà à un niveau où on a forcément, on est sûr qu'on a un malade qui est atteint de ce cancer-là. Et la biopsie, c'est au moins entre 10 et 12 prélèvements qui sont effectués par un neurologue, un cancérologue, et qui, n'est-ce pas, obtient, n'est-ce pas, des résultats, et peut vous situer pour savoir à quel niveau se situe votre évolution. Et s'il veut aller plus loin, il fait une scintigraphie osseuse pour savoir est-ce que la maladie est déjà rentrée au niveau des os. Donc, il faut quand même un minimum de démarche scientifique. Oui, mais vous n'avez pas dit que M. Ounaron ne le fait pas. Est-ce que vous êtes dans ce registre? Est-ce que vous reconnaissez la vérité de ces propos? Non, mais ce qu'il dit là, il est en train de me regarder, M. Zoukri est en train de me regarder avec ses petits yeux. Il n'a qu'à me regarder avec les grands yeux. Hein? Je ne suis pas quelqu'un comme... Quand il a parlé de PSA, et il voulait définir le truc anti-PSA, tout ça, je l'ai devancé, je l'ai dit. PSA, oui. Le PSA aujourd'hui, je dirais au monde entier, il n'y a rien de courant. Le PSA contrôle l'évolution du cancer de la prostate. L'échographie contrôle le volume de la prostate. Et quand les gens nous parlent comme si nous, on ne maîtrise rien, tout ça, c'est pas ça. Il faut d'abord, quand les patients viennent, sinon ils prennent rendez-vous, je leur demande, puisque nous n'avons pas encore les appareils adéquats, les Américains ont promis, ils vont emmener, et l'établissement aura tout ça là. Est-ce que vous voyez? Si les gens prennent rendez-vous, je les oriente d'abord vers un neurologue. Pour passer toutes ces étapes d'abord. Toutes ces étapes. Et là, vous avez le résultat sous la main. J'ai les résultats et je leur demande d'aller prendre leurs photos. En plus, la vue. Parce que quand ça vient là, l'homme devient dépéri, tout ça là. Je leur demande d'aller prendre leurs photos et garder. Et quand ils vont commencer, moi, mon traitement, ils vont suspendre à tous les produits, les autres produits. Et c'est ce que les gens respectent. Si vous ne respectez pas ça là, et que vous êtes sous mon traitement, vous prenez d'autres produits, c'est qu'il n'y aura pas un résultat concluant. Est-ce que vous voyez? Je fais ces étapes-là. Et j'ai fait, et je suis en étroite collaboration avec des professeurs agrégés de ce pays comme de l'Europe. Ils ont dit que je ne serais pas intrus. C'est pourquoi ils ont mis tous les documents à ma disposition. Moi, je ne parle pas en l'air. Voilà. Ici maintenant, ce que vous avez ici, on dit les maladies de la prostate. Édition, deuxième édition, diagnostic et traitement. Eux, ils disent, ces partenaires-là, ils disent que eux, ils mènent des recherches et ils traitent, mais ils n'arrivent pas à guérir. Que c'est le Bénin seul qui traite cette maladie et la guérit. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous dire, vous m'excusez, hein? Oui, je vais vous dire, on ne
On ne peut pas traiter la prostate pendant 5 mois. S'il n'y a pas le cancer, la prostate, à partir de 6 semaines, de 2 à 6 semaines, l'intéressé doit se retrouver. Est-ce que vous voyez? On ne perd pas la prostate. Pourquoi? Voilà. Ce n'est pas moi qui ai écrit. J'avais sorti un message. Entre-temps, il y a de cela 15 ans, les gens voulaient m'enlever. On m'appelle pour me dire, vous voulez nous affamer. Voilà, maintenant c'est confirmé. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il a écrit, ils ont mis traitement infractif. Selon moi, le traitement infractif consiste à imputer l'organe malade des autres organes. Ils sont allés loin. Ils ont dit l'intervention chirurgicale et les autres traitements infractifs sont du ressort de l'urologue. Vous me suivez? Alors, ces interventions sont généralement inefficaces. Ce n'est pas moi qui ai écrit, je vais te donner, vous allez jeter un coup d'œil, mon frère. Alors, ils ont dit, la chirurgie en particulier devrait être évitée, sauf en présence d'une indication bien précise, comme une sténose du col de la vessie ou un rétrécissement de l'urètre. Alors, le rétrécissement de l'urètre, c'est ça, moi, je traite. C'est ça qui tue tous les hommes. C'est ça, quand vous avez les difficultés de la prostate, ça commence comment? C'est lorsque vous urinez, vous éjaculez. Ces deux liquides passent par la prostate. Moi, j'ai banalisé le truc, je l'ai simplifié. Et j'ai simplifié la prostate quand je dis la glande, tout ça là. Moi, j'ai simplifié, je l'ai donné un nom, notre filtre. La pompe à essence. On va retrouver donc la pompe à essence tout à l'heure dans ses détails, dans ses développements et tout ce que cela engendre comme conséquence sur la vie sexuelle de l'homme et comment M. Houndayon peut apporter la science, sa contribution et si véritablement la médecine africaine a réussi là où la science moderne a échoué. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la première partie de cette émission. Retrouvez-nous dans un instant juste après le flash de l'information. Le Parlement burundais a massivement approuvé mercredi un projet de loi prévoyant que le pays se retire de la Cour pénale internationale, marquant une nouvelle étape dans son isolement croissant vis-à-vis de la communauté internationale. Le texte a ensuite été présenté au Sénat et adopté à l'unanimité, 39 voix sur 39 votants. Un retrait du Burundi de la CPI serait une première dans l'histoire de la Cour. Le gouvernement sud-soudanais a qualifié de pur mensonge des rumeurs se propageant sur la mort du président Salva Kiir. Des ondits qui suscitent une vive inquiétude dans le rang de la population sud-soudanaise. Il a fallu un démenti du ministre de la Communication, puis une apparition du président paradant à bord d'un 4x4 dans les rues de Djouba pour soulager la tension. Au moins 10 personnes ont été tuées en début de semaine et plus de 50 blessés dans des affrontements entre le mouvement islamique du Nigeria, groupe chiite et les forces de sécurité dans l'est de Katsina, au nord, a déclaré un porte-parole du mouvement. La vague de violence s'est propagée dans plusieurs États du nord du Nigeria en ce jour de l'Akura, fête religieuse particulièrement suivie dans la mouvance islamique chiite. Le débat se poursuit sur Sika. Mesdames, Messieurs, l'absence de réglementation ou la mauvaise utilisation des pratiques et des médicaments traditionnels peut avoir bien sûr des conséquences nuisibles, voire dangereuses sur la santé des individus. Alors, on peut donc se poser la question de savoir s'il existe un droit dans les pratiques de la médecine traditionnelle. Comment pourrait-on redonner donc ces lettres de noblesse à la médecine traditionnelle quand on connaît les risques qui pourraient être liés à cette pratique donc, face donc, à la question du cancer de la prostate, par exemple, quelles sont éventuellement les limites de la découverte du phytothérapeute? La réponse est juste après cette transition. Le débat, c'est toujours avec Antoine Simon Houndayon et Pierre D'Alcantara Zokli, mes invités qui sont sur ce plateau. Et nous parlions depuis le début de cette émission du cancer de la prostate et ses éventuelles guérisons possibles avec une invention de spécialiste en foresterie, M. Simon Antoine Houndayon. Alors, vous parlez donc du filtre humain que constitue donc l'organe sexuel masculin. Voilà.
Alors, je disais tantôt que j'ai simplifié le problème de la prostate. Je l'ai simplifié parce que c'est notre filtre pour ceux-là qui ne maîtrisent pas la chose. C'est notre filtre. Alors, votre simplification, ça consiste à C'est-à-dire, c'est par là où passe l'urine. C'est dans la même prostate que le sperme passe. Si le sperme quitte les testicules, ça passe par le canal vésicule séminal. Et ça rentre dans la prostate. Et la prostate filtre, traite et rend ça limpide avant de propulser. L'urine rentre dans la prostate, quitte la vessie, ça rentre dans la prostate. Et la prostate maintenant traite afin que le sphincter ne trouve ses fonctions et propulser. Mais à chaque passage de ces deux liquides, laisse souvent un dépôt dans la prostate. C'est très simple. C'est ce que les gens ne maîtrisaient pas depuis des siècles. Elle laisse un dépôt dans la prostate. Conséquence? Et ce dépôt-là s'accumule petitement pendant 15 ans. Je vous donne un exemple. Prenez le seau dans lequel vous mettez l'eau, hein, et laissez ça pendant 72 heures. Moi, je suis un chercheur. Pendant 72 heures, mettez la main dans le seau devient gluant. Même le bol que vous mettez à la surface de l'eau, ça devient gluant, le bol, le bas. Alors, c'est la même chose que nous rencontrons dans nos prostates. Et que c'est quand il y a congestion, et quand ces deux liquides s'accumulent, les dépôts s'accumulent pendant 15 ans, alors, ça commence par donner des signes. Vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes. Panne sexuelle, c'est quand l'intérieur de la prostate commence par se congestionner sale et que ça rend le sang noir. Monsieur Zokri disait tout à l'heure qu'il y a problème du sang pour les analyses du PSA. PSA, oui. Voilà, le sang devient noir. Et quand le sang devient noir, tout le corps est affecté. Vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Panne sexuelle, le sang, le début là, vous avez l'érection, ça bande. Est-ce que vous voyez, ça bande. Mais quand vous allez vous rapprocher d'une femme, ça se teint. Ça bande bien, mais parfois vous faites la pénétration, ça se teint dedans. Déjà, le sang est noir. Et la prostate, l'homme a 2500 maladies. Les documents existent. Mais la prostate seule incarne la moitié. Alors, en attendant de vous retrouver, M. Zokri, est-ce que vous pensez comme ça que la science moderne a échoué là où la médecine traditionnelle est en train de réussir? Je ne pourrais pas le dire. Vous savez que j'ai toujours été prudent depuis qu'on a commencé ce débat. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, Voilà. je ne suis ni oncologue ni cancérologue. Je suis curieux et je suis un humain capable d'être malade et j'ai cherché à comprendre ce qui se passe. Je vais d'abord revenir sur ce que disait M. Ndayon tantôt sur l'ablation, sur la chirurgie. Mais évidemment, la chirurgie fait partie des méthodes de traitement du cancer de la prostate. Quand vous rencontrez un urologue, l'urologue est aussi un chirurgien. Systématiquement, il vous propose, après, n'est-ce pas, son diagnostic, après qu'il ait constaté à travers la biopsie que vous êtes vraiment malade, il vous propose systématiquement la prostatectomie. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été écrit dans le document? Non, vous savez qu'il y a plusieurs écoles. Aujourd'hui, depuis il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, il y a en France, par exemple, un mouvement qu'on appelle « Touche pas ma prostate ». Il y a un mouvement qu'on appelle « Touche pas à ma prostate ». Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont contre la chirurgie, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, être amputées d'un organe, qui veulent rester tel, parce qu'ils estiment que Dieu a créé l'homme ainsi, il faut rester tel. Et bien entendu, ceux qui sont contre, n'est-ce pas,
la chirurgie, beaucoup préfèrent la radiothérapie. La radiothérapie qui a plus d'un siècle d'existence en termes d'expérience en matière de traitement de la prostate. Alors, la radiothérapie, parlons-en. Eh bien, c'est un, c'est un traitement, une stratégie qui vous permet, une fois que l'urologue a détecté que la biopsie rassure que vous êtes atteint de la maladie, eh bien, en 8 semaines, vous êtes traité. En 8 semaines, vous êtes traité par la radiothérapie. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un traitement par rayon X, hein, à travers, bien entendu, des robots qui vous injectent des rayons X et qui, n'est-ce pas, parce que la maladie a été localisée, il y a eu, n'est-ce pas, des spécialistes à travers des tatouages ont bien localisé, n'est-ce pas, où se trouve la maladie, c'est-à-dire les cellules cancéreuses sont bien entendu identifiées par rapport aux autres cellules qui sont saines et les rayons X permettent, n'est-ce pas, la destruction de ces cellules cancéreuses. Alors, et ça, ça dure entre 10 et 15 minutes par semaine, 5 jours par semaine, pendant 8 semaines, et vous êtes déjà un peu éloigné, épargné de la maladie. Mais attention, vous avez 3 années de traitement complet pour pouvoir s'assurer que... C'est pas pour les petites bourses. Non, attention. Alors que tout le monde est exposé à la maladie. Le traitement, c'est 3 ans, mais la radiothérapie, c'est 8 semaines. Et pendant 3 ans, vous avez, n'est-ce pas, des médicaments que vous prenez, dont il y a un spécifique qu'on appelle Enatoné, hein, qui c'est à un coût, que vous prenez tous les 3 mois, et vous avez la possibilité d'avoir une surveillance régulière au moins tous les, comment dirais-je, tous les 3 mois pour connaître, n'est-ce pas, votre taux de PSA. Mais sachez déjà que après les 3 mois, après d'abord la radiothérapie et les premiers 3 mois du traitement par Enatoné, eh bien, vous avez déjà votre taux de PSA qui baisse. Oui, c'est ce que vous détenez aussi comme connaissance. Je rappelle que le livre que M. Ondayon a sous la main date de 2013, donc de 3 ans seulement de vieillesse. Donc tout le monde peut aussi le consulter. Donc c'est un document récent. Et si donc l'information y figure, c'est bien parce que les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion. M. Ondayon, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gens peuvent faire confiance, ne serait-ce qu'à 90% à votre pratique? À 95%, bientôt 100%. Les 5% sont passés où jusque-là? Oui, les 5% parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien prendre les produits. Ils prennent les produits, ils commencent le traitement, ils commencent par avoir satisfaction, amélioration, et tout de suite, ils avaient d'autres produits, et ils vont rechercher ces produits. Alors, nous parlons de posologie, est-ce que vous en avez? Mon Dieu, posologie. Mais ne sommes pas... Moi, j'ai déjà dépassé tout ce truc-là. Je ne suis pas... J'ai déjà dévancé les faits. C'est ça. C'est la posologie. Comment cela se passe? On va être bref. On va être bref. Nous avons 4 types de traitements. Il y a un traitement préventif pour les jeunes de 25 à 35 ans. Ça, c'est un traitement de 2 semaines. Ils ont seulement 2 produits à utiliser. Alors, le second type de traitement, c'est le traitement curatif pour ceux-là qui ont plus de 40 ans, mais qui n'ont jamais reçu la sonde et qui n'ont jamais été opérés. C'est un traitement de 6 semaines. On a encore 1 minute. Ah, 1 minute. Oh là là. Le troisième type de traitement, il y a ceux-là qui ont déjà été opérés et qui ont déjà le cancer. Tout ça là, c'est un traitement de 8 semaines. Alors, 4e traitement pour le cancer, ceux-là qui ont déjà le cancer, c'est un traitement de 1 an. Est-ce que vous voyez? Les produits sont là. Les produits sont là. Il y a le produit numéro 1, produit numéro 2, il y a le désinfectant.
le produit numéro 1 remplace l'intervention par laser. On ne perd pas la prostate, je le dis. On ne perd pas la prostate, je le dis, c'est bien sûr Simon-Antoine Ndayon qui est le président de l'établissement mondial Saint-Antoine de Padoue, plus jamais la maladie de prostate au Bénin. Merci donc à vous, monsieur Pierre d'Alcantara Zokli, fondateur de l'Université Esperanza, également acteur du développement personnel, animateur de l'émission Secret Prospérité. Merci à chacun de vous d'avoir partagé avec nos téléspectateurs vos points de vue sur la maladie de cancer de la prostate. Ce n'est qu'un débat qui a ouvert. On reviendra forcément sur le sujet puisqu'il y a beaucoup d'autres aspects que nous n'avons pas pu aborder au cours de cette émission. Merci donc à chacun et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.